Merci aussi. Alors, sans plus tarder, je vous présente brièvement notre conférencières et nos conférenciers. Il y a tout d'abord Alexine de Bernardi de Sigoyer, qui évolue dans le réseau des services de formation continue collégiale depuis 15 ans. Initialement conseillère pédagogique, depuis les 3 dernières années, elle est essentiellement dédiée au développement pédagogique au sein du service de formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Je vous présente aussi Bernard Nantel, qui est enseignant de mathématiques et de sciences à l'École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe depuis près de 7 ans. Il enseigne au secondaire depuis près de 23 ans et coordonne le projet sur le parcours pédagogique en intelligence artificielle à l'École secondaire Saint-Joseph. Charles Boisvert, quant à lui, est directeur développement et partenariat chez Jacob avec 2B, Centre d'intelligence artificielle appliquée. Il possède près de 5 années d'expérience en intelligence artificielle appliquée, où il a travaillé sur différents projets dans les secteurs de la finance de marché, de la santé et de l'énergie. Le webinaire durera 60 minutes. Il est possible de prolonger de quelques minutes à la fin si les gens veulent échanger verbalement. Merci, bon webinaire tout le monde. Merci. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Donc, vous devriez voir profil en intelligence artificielle, oui. Webinaire de l'AQPC du 7 mai 2021. Alors, bonjour à vous, bienvenue à vous et merci de votre présence en si grand nombre. Je ne me rappelle plus la dernière fois où j'ai eu un si grand auditoire. Donc, je pense que ça tourne autour de 78 ou 80 personnes. Donc, merci de votre présence. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous présenter notre projet de parcours pédagogique avec Bernard et Charles aujourd'hui. Alors, juste préciser que nous avons une équipe élargie. Alors, j'ai souhaité quand même souligner leur implication aujourd'hui. Donc, nous avons Jasmine Sirois, qui est conseillère en orientation à l'École secondaire Saint-Joseph, Jean-Yannick, qui est enseignant en univers social, et Karl, enseignant de maths, qui contribuent activement et qui sont très impliqués dans le projet depuis le début. Donc, dans les faits, Bernard, Charles et moi sommes l'équipe de gestion restreinte et après, on partage, je dirais, les grandes décisions, les stratégies pédagogiques et la validation de contenu avec nos collègues. Donc, je tenais à souligner leur implication aujourd'hui, même s'ils ne sont pas présents. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer la présentation du parcours. Donc, je vais faire un bref historique. C'est à l'automne 2019, en fait, que l'idée nous est venue de créer ce parcours pédagogique en intelligence artificielle. Donc, avec Nesrine Zemirli, qui était à l'époque chez Jacob. Donc, aujourd'hui, c'est Charles qui a pris le relais. Donc, on a pensé, rédigé un certain parcours. On avait de grandes ambitions. On les a toujours. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir le mettre en place. Donc, ça a été accepté par le ministère de l'Innovation, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui est notre principal bailleur de fonds. Et puis, ça a commencé en avril 2020, donc pendant notre premier confinement. Donc, le point positif, c'est qu'on était tous un peu dégagés de nos grandes responsabilités. Donc, on s'est impliqués dans le projet, on a commencé à travailler ensemble, etc. Et bien évidemment, ça va aller jusqu'à la fin du projet qui est à l'hiver 2022. Donc, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Les principaux objectifs de ce parcours, à la base, on voulait sensibiliser, je dirais, la communauté au niveau du secondaire et au niveau du collégial, donc communauté étudiante et enseignante, sur les potentialités d'innovation de l'intelligence artificielle. Donc, on en parle beaucoup et on s'est dit que ça serait important de pouvoir justement apporter des précisions, démystifier un peu tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est je dirais, un premier niveau qui nous permet d'aller chercher des informations plus précises. Je dirais le second objectif qui demeure un de nos livrables les plus importants, c'est la création du parcours pédagogique qui se destine essentiellement aux élèves du deuxième cycle de secondaire de l'école secondaire Saint-Joseph. Et ils vont bien évidemment aller plus loin dans l'appropriation des connaissances, des compétences, des approches, etc. de l'intelligence artificielle. Vous le verrez un peu plus tard dans la présentation.
aussi, à travers ce projet, c'est d'accompagner les enseignants justement à identifier l'intelligence artificielle, à pouvoir en parler dans leur contenu pédagogique, créer des activités, donc continuer à développer, je dirais, toutes sortes d'activités autour de l'intelligence artificielle, sachant que le but ultime de ce projet pilote, c'est qu'à l'école secondaire Saint-Joseph, il y ait un profil en intelligence artificielle. C'est ce qui est démontré par le logo qu'on a développé. Donc là, tout ce projet qu'on est en train de développer, ultimement, va permettre à l'école secondaire Saint-Joseph d'avoir une couleur en intelligence artificielle qui sera proposée aux étudiants du deuxième secondaire. Et puis, à travers ce projet aussi, comme je vous le disais, l'accompagnement des enseignants, c'est aussi de développer une communauté de pratique, donc d'échanger sur ce qui se fait, sur ce qu'on pourrait faire et de pouvoir continuer en fait à développer cette synergie ensemble. Au niveau des livrables et des clientèles, alors il y en a 3 majeurs. Donc, comme je vous le disais, le parcours pédagogique qui s'adresse essentiellement aux étudiants de secondaire 3, 4, 5. Je dis 3, 4, 5 parce qu'au moment où ils commencent, ils sont en 4. Au moment où ils terminent, ils sont en 5. Donc, c'est un peu à cheval. Et ce parcours a commencé à l'automne dernier où on a commencé avec des ateliers, des conférences, etc. Et la dernière pierre à l'édifice, ce sera à l'hiver 2022 où ils vont terminer concrètement tout le parcours. L'accompagnement des enseignants, comme je vous le disais, la communauté de pratique qui supporte un peu cet accompagnement, cible aussi bien les communautés du secondaire et du collégial. Donc ça s'étale sur toute la durée du projet parce qu'en fait, on va documenter tout ce qu'on développe pour pouvoir pérenniser et continuer à le développer à long terme. Donc ça, ce sont les 3 livrables majeurs. Alors, si on commence par le principal, qui est le parcours pédagogique en intelligence artificielle, nous avons identifié 3 niveaux. Le premier niveau, qui est s'initier à l'intelligence artificielle, a eu lieu à l'automne dernier. Donc là, c'était un niveau, je dirais, qui ciblait une clientèle du secondaire élargie, dans le sens où c'était quasiment tout les étudiants de 3e, 4e, 5e secondaire avec les enseignants qui étaient là pour les accompagner, où on a fait une première conférence pour expliquer les concepts, les approches de l'intelligence artificielle, etc. Le niveau 2, comprendre l'environnement de développement d'une application en intelligence artificielle. Et le niveau 3, développer une application en IA. Donc, ces 2 derniers niveaux se destinent à un groupe d'étudiants que nous avons, entre guillemets, sélectionnés. Donc, il y a actuellement 12 étudiants qui embarquent, entre guillemets, dans le projet. Donc, ils vont commencer à faire le niveau 2 et le niveau 3 à partir du 21 mai prochain. Alors, je vais laisser la parole à Bernard pour nous parler un peu plus du niveau 1, donc qui est s'initier à l'intelligence artificielle. Alors, bonjour tout le monde. Bien content d'être ici ce matin pour discuter avec vous de ce beau parcours-là. Niveau 1, bon, évidemment, le niveau 1, c'est la partie introduction, démystification, sensibilisation, discuter de l'intelligence artificielle avec des jeunes, principalement secondaire 3 et 4, donc des élèves qui commencent le 2e cycle au secondaire. Bon, différents objectifs à ce niveau-là. Le premier, c'est évidemment de démystifier l'intelligence artificielle auprès des jeunes, de leur présenter plusieurs approches ou exemples d'application de l'intelligence artificielle. Souvent, ils sont déjà très conscients de certaines utilisations qu'ils font tous les jours qui font appel à l'intelligence artificielle. Aussi, d'amener des discussions, des réflexions avec eux sur l'éthique, les responsabilités dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et finalement, de les sensibiliser, entre autres, à tous les nouveaux métiers ou les nouvelles professions de l'avenir qui sont déjà là présentes et qui vont éventuellement apparaître aussi par rapport à l'intelligence artificielle, là, qui, dans le fond, plus les sensibiliser par rapport au marché du travail futur concernant l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est vraiment nos 4 objectifs de base là, quand on présente ça aux jeunes secondaires 3 et 4. On pourrait passer, exact, merci.
concrètement, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans cette année, dans cette première année de test, parce qu'on s'entend qu'on est on est vraiment dans le prototypage en ce moment du projet. Ça a débuté effectivement avec une conférence qui a été présentée à tous les élèves de secondaire 4, donc à l'automne dernier. Conférence qui a été donnée justement par Charles et Nesrine aussi, qui étaient avec nous à ce moment-là, donc des spécialistes en la matière. Conférence d'1 heure qui était, dans le fond, démystifier vraiment l'intelligence artificielle, de présenter ça à tous les jeunes de secondaire 4. Par la suite, en classe, différentes activités, différents ateliers ont été réalisés jusqu'à présent. Je vous dirais là-dessus, on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on voulait. Bon, je pourrais vous en reparler un peu plus tard, tantôt, quand on va regarder les défis là, auxquels on fait face par rapport à ce niveau 1-là. Mais peut-être vous montrer 2 petits exemples rapidement. On va y aller avec l'atelier sur la perception de l'IA, entre autres. Un atelier qui a été fait en secondaire 3 en sciences, dans un cours de sciences de 3e secondaire. Donc, Alexandrine, peut-être on pourrait jeter un petit coup d'œil effectivement là-dessus. En passant, atelier qui a été inspiré directement d'un site excessivement intéressant là, pour démystifier l'intelligence artificielle auprès des jeunes secondaires. C'est Curium, le hub. Donc, c'est vraiment des activités, des ateliers qui ont été inspirés de ce site-là. Entre autres, celle-ci qui est de regarder, on va revenir au titre, c'est ça, de revoir, d'étudier la perception souvent qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle par rapport à des œuvres de science-fiction. Donc, dans ce genre d'activité-là, c'était de permettre aux jeunes de voir des exemples de démonstration de l'intelligence artificielle dans une œuvre de science-fiction, mais en même temps d'essayer de faire des liens avec ce qui se passe actuellement, réellement, concrètement en 2021. Donc, il y avait quelques petites questions qui étaient posées suite au visionnement de cette œuvre-là et ça leur permettait justement de réfléchir un peu là, qu'est-ce qu'on est habitué de percevoir dans des œuvres de science-fiction versus la réalité. Et on faisait un lien, entre autres, aussi dans cette petite activité-là avec des capsules vidéo qui étaient présentées sur le site Curium, le Hub, entre autres, qui sont très intéressantes pour justement amener des réflexions à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un exemple d'atelier qui a été présenté à des élèves de secondaire 3. Un deuxième exemple que je peux vous présenter rapidement, c'est un atelier d'écriture en français de 4e secondaire, donc texte préparatif. Donc, si on part, on montre ce petit atelier. En réalité, au niveau des enseignants de français, ont décidé d'embarquer pour un peu nous aider à promouvoir, à discuter, à parler, à comprendre plus l'intelligence artificielle au niveau des élèves de 4e secondaire. Bon, bien, on jumelait ça à un texte d'opinion argumenté que les élèves auront à faire et tous les documents de préparation par rapport à ce texte d'opinion argumenté portent sur l'intelligence artificielle. À ce moment-là, un dossier a été monté par notre groupe d'enseignants de secondaire 4 de lecture sur différents sujets concernant l'intelligence artificielle, dans l'optique de faire leur texte argumentatif à leurs jeunes. Donc, ça, c'est très intéressant comme atelier parce que ça permet de rejoindre tous les élèves du niveau et en même temps, bien, ils font plusieurs lectures intéressantes sur le sujet et ça leur permet aussi de développer leur esprit critique face à certaines situations concernant l'intelligence artificielle. Donc, un deuxième exemple d'atelier là, qui a été présent, bien, qui est en ce moment même en train de se faire à l'école. Évidemment, il y a aussi l'orientation, on en discutait, c'est un de nos objectifs de pouvoir permettre de faire des liens aussi avec le marché du travail présent et futur concernant l'intelligence artificielle, donc des activités en orientation qui pourraient avoir lieu. Et là, évidemment, on vous présente un peu une vue globale de notre vision du développement du niveau 1 à l'école. Évidemment, on regarde surtout secondaire 3 et secondaire 4 dans ce petit tableau, mais on a vu seulement quelques exemples d'ateliers, d'exemples d'activités. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'en développer plusieurs dans plusieurs matières différentes. Donc, on pense entre autres, évidemment, aux cours de sciences, aux cours de français, aux cours d'anglais, cours de mathématiques, même en ECR et en histoire. Et dans ce petit
développement-là qu'on voit ici, bien, on voit les grandes idées, les grands liens qu'on pourrait faire avec chacune des matières concernant des ateliers portant sur l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'être capable de faire, je dirais, de 8 à 10 ateliers pour le niveau secondaire 3 et 4 ensemble, donc répartis sur les 2 années. Tout ça pour toujours apporter des informations nouvelles ou de piquer la curiosité des jeunes face à l'intelligence artificielle et les amener à vouloir participer par la suite au niveau 2 et 3 rendu en secondaire 5. Donc, le cours en secondaire 5, l'objectif, c'est de développer un cours d'option qui serait intégré dans les choix de cours possibles que les jeunes pourraient faire rendus en 5e secondaire. Ce cours-là, bien évidemment, porterait sur le niveau 2 et 3 que Charles va nous parler dans quelques minutes plus en détail. Donc, vous voyez ici plusieurs exemples qu'on pourrait apporter dans différentes matières. Si on passe à la diapositive suivante, s'il te plaît, Alexandrine, merci. Nos défis, évidemment, qu'on a rencontrés, je vous dirais, depuis le début du projet, c'est-à-dire depuis le mois de mars dernier, hein? Vive la COVID. Donc, ça a été un de nos principaux défis cette année, pratico-pratique à l'école, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'adaptations que les enseignants ont dû faire cette année par rapport à leur contenu de cours, par rapport à leur présentation des cours en ligne, des cours à l'école en présentiel. Bon, ça a varié plusieurs fois durant l'année. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on n'a pas pu développer ou présenter toutes les activités qu'on avait pensé ou prévu au départ. On a pris la décision ici à l'interne de ne pas nécessairement rajouter une couche tout de suite sur les enseignants là-dessus. Donc, on y a été tranquillement. Donc, c'est sûr que ça a été un de nos défis de s'ajuster par rapport à ça. Évidemment, aussi au niveau de la conférence qu'on voulait faire, elle n'a pas pris exactement la même forme qu'on voulait au départ. Bon, ainsi de suite. Beaucoup d'adaptations ont dû être faites par rapport à cette année spéciale. Des défis importants aussi qu'on a rencontrés quand on parle de conférences portant sur l'intelligence artificielle qu'on veut présenter à des jeunes de 3e et 4e secondaire, bien, capter leur attention, susciter leur intérêt pendant la conférence, durant toute la conférence, c'est quand même un défi important. Donc, ça demande vraiment des adaptations au niveau de la présentation du contenu, de l'interaction qu'on peut avoir avec eux autres. Donc, au niveau de la conférence, c'est des détails importants à travailler. La mobilisation de tous les enseignants concernés, 3e, 4e secondaire principalement cette année pour le niveau 1. Bon, évidemment, ce défi-là, je vous dirais qu'il a été vraiment plus important à cause de l'année spéciale qu'on vit actuellement au niveau de la COVID. C'est sûr que notre objectif, c'est que tous les enseignants impliqués dans les matières que j'ai mentionnées tantôt puissent évidemment s'imprégner de l'intelligence artificielle, des concepts de base pour pouvoir éventuellement développer ou présenter des petites capsules ou petits ateliers dans leurs cours à insérer à différents moments pour pouvoir amener les élèves à avoir une belle vision d'ensemble là-dessus. Donc, évidemment, cette année, particulièrement à cause des circonstances, bien, ça a été un défi assez important. L'autre défi important qu'on rencontre, c'est au niveau de l'insertion justement de ces capsules-là ou de ces ateliers-là dans le curriculum du secondaire 4 principalement, qui est déjà très chargé. On ne se cachera pas qu'au niveau secondaire 4, il y a beaucoup d'évaluations du ministère en fin d'année. Beaucoup de cours qui sont très chargés au niveau du curriculum en vue de ces évaluations-là du ministère. Donc, ça représente un défi pour nous au secondaire de venir insérer différents ateliers dans différentes matières dans les cours des enseignants à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'on voit ça réparti dans plusieurs matières différentes, qu'on cible plusieurs matières différentes pour éviter de surcharger, par exemple, un cours en particulier. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'embarquer la collectivité des enseignants pour pouvoir nous suivre dans ce beau projet et justement présenter différents ateliers sur l'intelligence artificielle.
Donc, ça, c'était nos principaux défis que nous avons vécus cette année en ce premier tour de roue. Je vais laisser la parole à Charles pour la suite, qui va vous parler un peu des niveaux 2 et 3. Excusez-moi, j'aurais une petite question à vous poser. Oui, allez-y. Oui, alors, les étudiants qui embarquent dans ce projet-là, qui sont-ils? Est-ce que la proportion garçon-fille est la même? Quelle est la personnalité de ces jeunes-là? Excellente question. Écoutez, cette année, le groupe qu'on a sélectionné, dans le fond, qu'on a recruté pour embarquer, pour faire le niveau 2 et 3 qui commence le 21 mai, un groupe de 12 élèves. On a ciblé cette année, nous, particulièrement des élèves de profil régulier et profil international en secondaire 4. À l'école, on a 4 profils différents là, par rapport à nos étudiants. Ça va de l'aide à la réussite jusqu'au programme international. Donc, on a ciblé les élèves de programme régulier et international. Dans les 12 élèves qui ont embarqué dans le projet, 11 garçons, une fille. Il y a une fille, tant mieux, on était bien heureux. Donc, majoritairement garçons par rapport à ça, effectivement. Et c'est majoritairement des jeunes du programme international aussi qui ont sélectionné, qui ont décidé d'embarquer dans ce projet-là cette année. Le niveau 2 et 3 cette année à l'école, dans un premier tour de roue, s'inscrit dans un cours, c'est un cours, oui, mais je veux dire dans le sens qu'il n'est pas inscrit dans les cours durant les classes. C'est du parascolaire cette année dans le projet. Donc, les élèves qui ont voulu embarquer dans le projet, c'était vraiment des élèves très motivés à en prendre plus sur l'intelligence artificielle et vraiment développer leurs compétences dans le domaine. Merci. Ça fait plaisir. Good. Merci beaucoup, Bernard, Alexandrine et Nicole. Donc, je vais vous présenter, en fait, le niveau 2. Le niveau 2, qui est une période de 45 heures qui visait à donner aux étudiants les bons outils pour développer une application IA. Donc, l'objectif, c'est de se rapprocher un petit peu le plus possible des outils qui sont utilisés en industrie, puis les outils qui sont utilisés pour compléter le cycle de développement d'une application IA. Donc, tout ça commence par la programmation. La pierre angulaire du machine learning, de l'apprentissage machine. Donc, on a décidé d'y aller avec le langage Python, qui est un langage de programmation assez simple, puis qui est très utilisé autant au niveau recherche qu'au niveau production, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les industries. On va aussi effleurer, en fait, quelques concepts de génie logiciel parce que c'est nécessaire, en fait, pour rouler des applications, pour construire du code qui fait du sens. Donc, on va pas très loin là-dedans, mais on apprend quand même certaines bases nécessaires. Par la suite, il y a plusieurs librairies. Les librairies qui sont un ensemble de fonctions préprogrammées. Je pense entre autres à la visualisation pour faire des statistiques descriptives, les algorithmes d'apprentissage machine qui sont déjà programmés. On n'implémentera pas des algorithmes avec les jeunes. Puis toutes les librairies de manipulation de données, donc toutes les fonctions mathématiques, matricielles à ce niveau-là. On va travailler aussi avec différents types de données, des données images, des données texte et puis des données tabulaires. Données tabulaires, c'est l'équivalent d'un bon vieux fichier Excel. Ce que l'on ne fera pas durant le niveau 2, c'est, en fait, durant le projet, c'est l'apprentissage profond. Donc, on s'arrête à l'apprentissage machine classique. On va regarder très rapidement, on va faire un petit atelier, en fait, pour leur montrer l'apprentissage profond, c'est quoi. Donc, c'est quoi le N+1? S'ils vont un pas plus loin, ça ressemble à quoi? Mais là, on va essayer vraiment de consolider la base pour qu'ils puissent partir sur quelque chose de solide si jamais ils ont envie d'aller plus loin là-dedans. Au niveau de la programmation, on regarde les variables, les structures de données, les arguments de contrôle, les boucles. On passe quelques heures là-dessus vraiment pour juste donner le nécessaire aux étudiants pour faire des petits programmes, des petits scripts. On va leur apprendre à utiliser les principales librairies, charger des données, pré-traiter les données, évaluer la performance des algorithmes. Puis il y a certains concepts mathématiques qui sont importants à savoir. Surtout quand on fait des statistiques descriptives, quand on regarde avec quelles données est-ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est quoi la distribution de ces données-là. Donc, on revisite certains concepts qu'ils ont déjà vus
avec Bernard ou avec leur prof de maths, donc moyenne, médiane, quartile. Ça, c'est aussi quelque chose qui est utile pour juger de la performance d'un algorithme. Donc, la vision, pour ceux qui connaissent les bootcamps, je trouve que le projet qu'on fait ressemble beaucoup à le concept de bootcamp, qui est quelque chose, concept, je pense, qui nous vient des États-Unis en sciences des données, qui est un cours condensé pour apprendre le métier assez rapidement. Puis, on a juste 75 heures à passer là-dessus, mais on fait une très belle introduction, je pense, là-dedans. Donc, ça m'amène à la diapo suivante sur les enjeux. Donc, généralement, c'est de la matière qui s'adresse à des gens qui ont un background en développement logiciel, etc. C'est pour ça que nous, on revient un petit peu en arrière, puis on commence directement avec la programmation, avec le langage de programmation, pour partir de zéro. Mais ça a été un enjeu auquel il fallait faire face, en fait. La profondeur technique de cette matière-là, de la programmation, va être enseignée généralement au cégep si on est en technique d'informatique ou à l'université, si on a fait, par exemple, sciences nature, quelque chose d'autre au cégep. Fait qu'il fallait rendre cette matière-là accessible à des jeunes du secondaire. Puis, c'est pas nécessairement que c'est pas accessible pour eux quand ils sont au secondaire, mais au secondaire, le focus est sur autre chose. Mais je suis convaincu qu'ils vont être capables d'apprendre ça. Puis, on s'est assuré, Bernard parlait un petit peu de la clientèle, des 12 jeunes qui s'étaient inscrits au cours, au projet. On s'est assuré d'avoir des jeunes qui étaient intéressés par la matière, parce que quand tu as une motivation à faire ça, c'est un excellent départ. Donc, la stratégie pédagogique, adapter le contenu, le rythme à la clientèle, ça, c'est comment rendre une matière super lourde, intéressante pour des jeunes, dans un contexte parascolaire, dans un contexte où on veut rendre ça le fun pour eux autres, mais passer du temps de leur journée pédagogique, de leur précieuse journée pédagogique au secondaire pour faire du code avec nous autres. Fait qu'il faut vraiment rendre ça le fun, rendre ça accessible, s'assurer que c'est la basse pression. Là, on ne leur met pas de pression trop sur les épaules. On veut quand même qu'ils apprennent quelque chose. On va quand même utiliser des méthodes pour évaluer leurs acquis. Mais il fallait garder ça cool, comme on dit. Donc, comment que la présentation ou la formation plutôt se matérialise, ça va être un mix de présentations PowerPoint, de petites capsules vidéo, d'exercices, tout en s'assurant que moi et les autres formateurs, on soit là constamment pour répondre aux questions des élèves, puisqu'on s'attend à avoir effectivement un volume assez important de questions. C'est pour ça qu'on va prendre notre temps pour répondre à ces questions-là au meilleur de nos capacités. Donc, les défis maintenant, maximiser l'apport des ressources existantes, ça, c'était quelque chose. Il y a énormément de ressources qui existent en ligne pour l'apprentissage machine, pour les autodidactes. La majeure partie de ces ressources-là sont à l'anglais. Par contre, il y en a quelques-unes en français aussi. Puis, on ne voulait pas non plus réinventer la roue. Il faut adapter la matière à notre public. Mais il y avait déjà des choses pertinentes qui existent. Bernard parlait tantôt de Curium. Ça, c'est des super bons petits vidéos pour super rapides qui expliquent très bien certains modules de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour notre formation au niveau programmation, on s'est tourné vers Code Academy, qui est un site en ligne pour pratiquer, pour apprendre des langages de programmation et plusieurs autodidactes qui utilisent ça à tous les niveaux. C'est très facile à utiliser pour les étudiants. Donc, on va regarder des exercices sur Code Academy avec eux. Au niveau des ressources existantes, il y a aussi plusieurs jeux de données publics qu'on va utiliser dans le cadre du projet, parce que le projet, on va construire souvent sur un seul jeu de données pour la durée du projet. Après ça, on va regarder d'autres exemples avec d'autres types de données. Élaborer un plan de cours réutilisable au fil du temps, c'est une science qui évolue rapidement, mais la colonne vertébrale qu'on a mise en place, donc la structure du cours va être réutilisable, même si les technologies changent ou évoluent. Je pense entre autres au langage de programmation, que parfois il y a des nouvelles versions qui sortent, etc. Mais on s'est assuré d'être assez bas niveau pour que les concepts soient facilement transférables puis ingestables aussi pour les étudiants.
Bon, Bernard parlait du défi tantôt de leur curriculum chargé là, des élèves de secondaire 4 et 5, fait que, sont déjà très occupés à l'école. Certains d'entre eux ont le profil chimie-physique qui est un petit peu plus demandant. Fait que c'est ça, là, on teste le parascolaire pour le projet pilote. Je ne sais pas comment que ça va aller pour les prochaines phases, mais on va tester ça en parascolaire. Puis c'est ça. Il y avait aussi un petit défi de bon, la formation se donne sur une période qui est assez étendue. À quelle fréquence on les voit aussi pour que la matière reste fraîche dans leur tête? Comment qu'on revisite? Et mettons que ça fait durant l'été, il y a une petite coupure. Ben là, au mois de septembre, on va faire des petites révisions aussi. Donc, ça, c'est un autre défi. C'est un autre défi du niveau 2. Maintenant, si on passe au niveau 3, donc je vais aller assez rapidement ici. Donc, développer une application IA, donc c'est vraiment leur faire appliquer leurs connaissances qu'ils ont développées dans leur boîte à outils au niveau 2 au sein d'un réel projet de développement. Donc, faire un exemple joué là, de tout ce qu'on a appris dans le niveau 2. Alors, on a décidé de faire ça en équipe parce que pour deux raisons. Ben, premièrement, c'est plus engageant pour eux autres. Puis deuxièmement, ça nous rapproche un petit peu plus de ce qui est fait dans l'industrie. Là. C'est rare que tu vas travailler tout seul sur ton projet. Ça arrive, là, mais c'est bien de développer cette capacité-là de faire du développement collaboratif comme ça. Donc, comme je disais, ça va consolider les acquis. Donc, les modules du niveau 2 sont faits de façon à être construits et à être interdépendants, dans le sens que le niveau 7 va solliciter le module numéro 7 va solliciter le module 1 à 6. Donc là, on va vraiment faire tous les modules en ligne pour le projet intégrateur. Donc, on va partir des données et culminer vers une application qui est capable de faire des prédictions. Charles, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Il y a deux questions qui sont arrivées. La première de la Mia, qui demande un exemple d'un jeu de données qu'on utiliserait avant qu'on aille plus loin parce que ça concerne le niveau 2. Oui, bien, il y a deux jeux de données présentement, on a nos yeux dessus. Il y a le donné PIMA, des données de diabète. Puis il y a aussi des données, en fait, c'est des données de patients qui ont eu le diabète avec vraiment plusieurs paramètres. Puis il y a aussi les données de classification d'iris. Des fleurs d'iris. Donc, on a par exemple des centaines de photos d'iris avec 3 variétés, puis on va apprendre à classifier chacune des photos en une variété. Donc, ça, c'est vraiment les exemples. Je dirais que quand on commence en apprentissage machine, c'est les premiers exemples qu'on va rencontrer, là, même dans les cours universitaires ou dans plusieurs dans plusieurs formations en ligne, ça va être ça. C'est souvent des grands datasets, des grands jeux de données qui sont assez connus. Puis, est-ce que l'anglais langue seconde peut bénéficier de l'utilisation des ressources anglaises? Ben, on peut sans doute faire un lien. La raison pourquoi aussi on ne voulait pas non plus traduire tout au mot à mot, c'est que la communauté de pratique en informatique, c'est très lié à l'anglais. C'est un petit peu le langage commun de l'informatique au niveau mondial. Donc, les langages de programmation eux-mêmes sont basés sur l'anglais. Puis, il y a tellement de ressources en ligne en anglais qu'on trouvait ça intéressant de faire connaître les concepts et les principaux mots-clés en anglais aux étudiants parce qu'ils ne retrouveront peut-être pas, s'ils vont sur Google en tapant la traduction française d'un mot très utilisé en apprentissage machine, ils ne trouveront peut-être pas de résultat. Tandis que si Google quelque chose à l'anglais, ben là, il va avoir une panoplie de résultats. Donc, ça va peut-être plus leur aider à aller pousser plus profondément leurs connaissances oui. Là-dedans. Puis Charles, je pense qu'on aime bien l'idée du notebook et l'idée qu'ils puissent eux-mêmes créer leur lexique en fait avec les expressions courantes et les mots courants qui reviennent justement dans ce domaine et qu'ils soient capables de les mémoriser, de les identifier, d'avoir la bonne traduction. Donc, c'est aussi ce qu'on prévoit de faire au fil du parcours pédagogique. Oui, exact. Puis, bon, il y a aussi, pour ceux qui sont plus connaisseurs de l'informatique, il y a les fameuses cheat sheets aussi. Là, donc, les cheat sheets qui est comme un raccourci vers une panoplie de fonctions avec des petites explications pour pas nécessairement qu'il y ait à apprendre par cœur tout ça, puis qu'ils puissent quand même s'amuser puis avoir une petite référence
une petite référence quand ils font leur projet. Donc, on peut passer, Alexandrine, à la prochaine diapo. Donc, les enjeux de ça, on fait le cycle de développement des applications IA. Par contre, on sait que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données de qualité pour être entraînée et donner de bons résultats. Donc, on a décidé de court-circuiter ces étapes-là, justement, en prenant pour le projet intégrateur lui-même, des données publiques. Ce serait trop difficile et trop complexe de construire un jeu de données pour une application précise à grande échelle. On a juste 30 heures à passer là-dessus. Donc, je pense qu'on a donné quelques exemples tantôt de jeux de données publics qui existent, mais vous voyez, j'ai reçu mon papier dans ma boîte aux lettres pour le recensement récemment. Donc, ça, c'est des données statistiques Canada au point de vue démographique. C'est très intéressant. Au niveau de la COVID-19, il y a eu énormément de données qui ont été colligées pour ça. Donc, puis dans des centres de recherche publics aussi. Donc, là, on va construire des cas d'application à partir de données publiques. Puis, on va faire choisir les étudiants, en fait, parmi une couple de cas d'application qui sont en lien avec des problématiques vues lors de leur cours. Donc, je pense à des données démographiques, données COVID, données de changement de température, ensoleillement, etc. Donc, on va essayer de faire des liens, puis leur construire des cas d'application, puis eux autres vont former des équipes, puis dire « Hey, moi, je veux travailler sur ce projet-là, je trouve ça intéressant. » Qu'est-ce que ça pourrait être, ces cas d'application-là, justement? Prédire un changement de température. En fait, c'est souvent de la prédiction, là. Fait que prédire à quoi ça va ressembler dans 5 ans, prédire si la tendance se maintient, les changements démographiques, par exemple, au niveau de langue maternelle parlée sur l'île de Montréal. Regarder les relations entre certaines variables, pour le COVID, au niveau de l'impact de la vaccination, par exemple, à partir des données de vaccination versus les données de cas d'hospitalisation. Donc, il y a un paquet de questions de prédiction auxquelles on peut répondre avec l'apprentissage machine. Mais je ne veux pas vous interrompre ça, mais c'est quoi à ce moment-là la différence entre les statistiques projectives puis l'intelligence artificielle? Les statistiques descriptives sont là pour expliquer, en fait, des phénomènes, essayer de mieux les comprendre, tandis que l'apprentissage machine a un focus, il y a un focus directement sur la prédiction. Donc, la grande différence, c'est qu'on prend des algorithmes qui étaient utilisés dans le passé en statistique, puis on les entraîne avec des données. C'est vraiment le concept d'entraînement qui est particulier à l'apprentissage machine versus les statistiques. Puis, les statistiques vont être utilisées pour comprendre les données que l'on ingère, puis pour entraîner les algorithmes. Merci. Puis, est-ce que ça répond à votre question? Oui, bien là, je parlais plus de statistiques projectives, là, mais c'est pas grave. Là, continuez votre présentation, c'est passionnant. C'est bien bon. On peut passer à la slide des défis. Donc, j'ai parlé tantôt des défis d'intégrer 45 heures. Maintenant, c'est intégrer 30 heures supplémentaires. Donc, c'est un petit peu le même défi qu'on avait. Coordonner le projet de la distance, c'est un défi qui nous a été amené par la COVID aussi. Donc, on utilise les outils à notre disposition comme Zoom, Google Classroom. En dépit de ces obstacles-là, quand même, c'est un cadre de pratique qui semble vouloir rester dans l'industrie. Donc, à quelque part, c'est vraiment pas perdu d'être capable d'utiliser des outils collaboratifs en ligne. Puis c'est ça, donc dans le cadre du niveau 2, du niveau 3, donc c'est ça pour le projet ou pour la formation, on sollicite, on essaie de renforcer l'encadrement pédagogique. Donc, on va solliciter aussi des étudiants, par exemple, de techniques informatiques au collégial, des profs du collégial pour nous aider à valider tout le matériel qu'on fait, valider la pertinence, valider l'accessibilité, puis aider aussi à répondre aux questions des étudiants puis assurer le bon déroulement du niveau 2 et du niveau 3. Donc, je repasse la parole à Alexandrine. Oui, je pense que ça va être Bernard. Oh, oui. Au niveau de l'accompagnement des enseignants dans le projet, évidemment, il faut trouver une façon qu'eux autres puissent aussi s'initier au concept, au vocabulaire, aux différentes approches, applications de l'IA.
On a l'objectif, évidemment, de donner des formations à l'interne sur les enseignants qui vont vouloir embarquer, évidemment, pour faire des ateliers dans leurs cours. Évidemment, on a un travail aussi d'être capable de retrouver des stratégies intéressantes au niveau pédagogique, des pratiques pédagogiques intéressantes, leur proposer, élaborer et intégrer différentes activités pédagogiques en lien avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un travail d'équipe à l'interne qui est en processus déjà qui est commencé, comme je vous présentais avec les deux exemples de tantôt, mais il y en a encore beaucoup à faire, je vous dirais, là-dessus. On a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir rendre ça à notre goût, entre guillemets, à l'école. La sensibilisation aux enjeux, puis pérenniser l'expertise développée, évidemment, le travail qui est fait depuis déjà le mois de mars dernier, il faut qu'on soit capable de s'assurer que ça continue dans le temps, que ça devienne éventuellement, comme on disait au début de la présentation, un cours d'option à faire à l'école. Donc, par rapport à ça, il y a évidemment un enjeu quand même assez important au niveau de pérenniser toute l'expertise qu'on développe en ce moment, mais aussi de la transmettre aux enseignants. Peut-être aller à l'autre diapositive, s'il te plaît. Excellent. Donc, par rapport à ça, la communauté de pratique qu'on développe, ça se passe entre autres sur le Classroom, ici, nous autres à l'école, Google Classroom. Donc, les documents qu'on développe, les liens, les activités intéressantes qu'on découvre, on les met en ligne là-dessus, accessibles aux enseignants qui peuvent aller les consulter, les lire, les regarder quand on parle de capsules vidéo. Évidemment, encourager la sensibilisation aux enjeux éthiques, technologiques et professionnels. Bien, évidemment, quand on parle de développer la communauté pratique à l'école, il faut que les enseignants qui décident d'embarquer dans le projet soient sensibilisés aux enjeux éthiques que ça va apporter le développement de l'intelligence artificielle, entre autres, dans la communauté. Si on passe à la suivante, Alexandrine. Des ressources intéressantes à consulter, site Internet, capsule vidéo, texte, j'en ai parlé, mais entre autres, au niveau des enseignants, une formation très intéressante qu'on a fait, nous autres, en tout cas, le petit groupe restreint qui a été présenté en début de projet, Carl, Jean-Yannick, Jasmine et moi, c'est entre autres une formation TELUC sur l'initiation au vocabulaire de l'IA. On en a fait un résumé pour justement nos collègues enseignants, mais cette formation-là était assez complète pour avoir une bonne vue d'ensemble des différentes approches de l'IA, mais aussi le vocabulaire associé à l'IA. Donc, être capable de bien comprendre les différents termes et de s'imprégner, je vous dirais, d'une bonne base en IA. C'est une formation excessivement intéressante qu'on a suivie et qu'on va évidemment proposer à nos enseignants qui vont embarquer dans le projet. Donc, on en a fait un petit résumé qui est accessible dans notre communauté de pratique. Les ateliers, évidemment, qu'on a eu avec des spécialistes, entre autres, sur démystifier l'IA, qui avait été présenté à l'origine par Nesrine Zemirdi, qui était avec nous au début du projet. Donc, ces ateliers-là ont été enregistrés et sont disponibles justement en vidéo pour les enseignants qui veulent s'imprégner et en apprendre à ce sujet-là. Des activités pédagogiques développées par les enseignants, au fur et à mesure qu'elles sont développées, on les dépose aussi dans notre communauté de pratique sur le Classroom. Quelques exemples d'activités, conférences d'introduction, ateliers en classe. J'en ai parlé déjà un peu de ça au début de la présentation, mais comme je vous disais, tout ce qui se bâtit au fur et à mesure est accessible à tous les enseignants qui font partie du projet. Donc, ça devient très, très intéressant à ce niveau-là, au niveau, entre autres, aussi des échanges qu'on peut avoir entre collègues sur donner des idées de nouvelles capsules, de nouvelles activités qu'on peut faire, versus les techniques pédagogiques qu'on peut utiliser pour la rendre plus intéressante et ainsi de suite. Si tu me le permets, Bernard, je vais juste faire un petit point au niveau de l'accompagnement des enseignants à la communauté de pratique au collégial, parce que là, c'est sûr que Bernard parle essentiellement de ce qui se passe au secondaire. Les intentions sont les mêmes au niveau en tout cas des communautés de pratique, c'est de pouvoir documenter ce qui se fait actuellement au cégep de Saint-Hyacinthe, je dirais en priorité,
et de pouvoir les partager et de pouvoir aussi encourager, je dirais, une forme de sensibilisation auprès des élèves, etc. Donc, c'est certain que cette partie, on la commence officiellement avec notre première journée pédagogique à la formation continue le 9 juin, où on va faire une conférence d'introduction qui sera dédiée en fait aux membres de la communauté collégiale. Il va y avoir aussi une série d'ateliers planifiés de l'automne prochain à l'hiver 2022 dédiés à la communauté collégiale. Donc, en fait, on transpose les mêmes intentions, je dirais, dans le domaine collégial. Et l'idée, justement, est d'avoir une communauté de pratique aussi au collégial qui se développe au fur et à mesure. Donc là, on travaille essentiellement avec Mustapha Bouchaba et Hugo Saint-Louis, 2 enseignants du département de technique informatique, qui, comme le disait Charles, interviennent aussi dans l'équipe élargie de validation de stratégie, de validation de contenu. Donc, c'est pour s'assurer qu'on ait les bonnes notions, les bonnes compétences et avec les enseignants du secondaire, d'avoir les bonnes stratégies pour susciter l'intérêt, etc., auprès des jeunes du secondaire. Donc, je voulais juste faire un petit point là-dessus. C'est certain qu'on a commencé le projet, étant donné que la première clientèle cible est l'école secondaire Saint-Joseph, donc tout se déploie à ce niveau, mais on est en mesure après de transposer tout ça aussi au niveau collégial. Un des points aussi que Charles a abordé, c'est le fait d'avoir 2 étudiantes du cégep qui vont contribuer au projet intégrateur. Donc, ils vont être des assistants, excusez-moi le terme, mais ça va être des leads dans le projet intégrateur, excusez-moi le terme anglais, mais ils vont pouvoir renforcer l'encadrement des étudiants du secondaire, justement, avec tout ce qu'ils savent au niveau de la programmation et de tout ce qu'ils ont appris, je dirais, en informatique. Alors, j'ai vu une question ici. OK, donc là, c'était... Non, c'était pas la question de Anne-Marie. Je pense que c'était plus à l'interne là, que ça se passait. D'accord, parfait. Alors, je vais continuer. Écoutez, on termine cette présentation. Je voulais la terminer, évidemment, avec les bons points. C'est certain que pour nous 3 partenaires ici présents, donc Jacob, Centre de recherche appliquée en intelligence artificielle, l'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et le cégep de Saint-Hyacinthe. Pour nous, c'est une initiative inédite. Et grand remerciement au ministère de l'économie et de l'innovation, de l'économie et de l'innovation, qui en fait finance ce projet, je dirais majoritairement. C'est certain que les milieux scolaires contribuent aussi au financement de ce projet. Donc, c'est certain que sans Novascience, donc c'est l'appellation des projets Novascience du ministère de l'économie et de l'innovation, on n'aurait pas eu l'opportunité d'être là aujourd'hui et de vous présenter ce projet. Donc, moi, j'estime que professionnellement, c'est une très grande opportunité. Et je peux vous dire que nous apprenons beaucoup des uns et des autres parce que c'est un projet interordre. On est vraiment une équipe multidisciplinaire. Donc, on a des enseignants, on a des chercheurs, on a un profil comme moi, donc qui est plus conseil pédagogique, etc. Donc, on travaille vraiment très bien ensemble et je pense que c'est ce qui nous a aidés à dépasser un peu tous les obstacles qu'on vit dans la dernière année en termes de flexibilité, d'adaptation. Et je vous dirais, un des très bons points, c'est que l'école secondaire Saint-Joseph, en fait, utilisait déjà Google Classroom. Donc, on n'a pas eu à faire cette éducation technologique de formation à distance avec les élèves et avec les enseignants. Ils étaient déjà dans un espace technologique. Ils utilisaient déjà. Donc, ça nous a vraiment facilité la tâche. Donc, c'est pour ça qu'on a continué avec Google Classroom au niveau de l'école secondaire. On verra au niveau de la communauté collégiale ce qu'on va choisir en fonction des outils internes. Mais ça a été vraiment, vraiment un facteur qui nous a aidés à aller si loin aujourd'hui. Évidemment, comme je vous le disais, projet interordre, donc des échanges pédagogiques très stimulants versus des contenus très arides. Donc, moi-même, qui ne provient absolument pas du milieu de code et de programmation,
Donc, quand je vois les supports qui sont développés, les contenus élaborés, moi-même, j'ai le goût d'embarquer, j'ai le goût de suivre. Donc, c'est déjà, je dirais, un premier indicateur qui est très intéressant. Mais on est à peu près 2 là-dedans dans l'équipe élargie à être au départ très, très loin de ce domaine-là. Donc, c'est très stimulant. Et puis, c'est certain que les 12 jeunes qui décident, je dirais, d'embarquer dans le projet, sachant qu'ils vont prendre une partie de leur journée pédagogique, une partie de leur fin de journée à travailler là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment très inspirant. Et je dirais, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite. Parce que au jour d'aujourd'hui, on aurait aimé vous partager des capsules sur ce qui se fait au niveau du projet intégrateur, mais on est rendu à atteindre l'étape 2 qui est, je dirais, le codage, etc. Donc, peut-être que l'année prochaine, on va pouvoir vous présenter des choses plus croustillantes. Alors, voilà, nous,